Au libre, parce que moi, je suis née au milieu de femmes soumises. Il a parlé quand plus personne n'osait écouter. Quelques heures avant la fin, alors que tout semblait déjà écrit, le mari de Biouna a lancé un avertissement glaçant, presque irréel. Pas une menace, pas un adieu, une vérité que personne ne voulait entendre. Et si sa mort n'était pas seulement une fin, mais un dernier message ignoré. L'avertissement incroyable du mari de Biouna avant la mort de sa femme. La vérité révélée. Mais qui était vraiment Biouna avant les silences et les avertissements? Née le 13 septembre 1952 à Bellecour, elle devient très tôt une étoile éclatante, adulée, libre, incontournable sur les scènes d'Alger puis du cinéma. Mais derrière cette lumière éclatante, que voyait-on vraiment? Et surtout, qu'est-ce que Biouna a choisi de taire pendant si longtemps? À mesure que les années passent et que la célébrité s'installe, une autre réalité se dessine, plus silencieuse, presque invisible. Car être adulée ne signifie pas être comprise, et encore moins protégée. Ceux qui ont côtoyé Biouna, de près, parlent d'une femme entourée, mais profondément seule, d'une artiste que l'on applaudissait sur scène et que l'on laissait s'éteindre dans l'ombre des coulisses. Dans les années de sa pleine reconnaissance, alors que son nom circule entre Alger et Paris, que le cinéma s'intéresse à elle et que le public la célèbre pour sa liberté de ton, Biouna traverse des périodes de doute que peu soupçonnent. Elle donne tout, sans retenue, sans masque, fidèle à cette intensité brute qui a toujours été sa signature. Mais cette intensité a un prix. À force d'être entière, elle devient vulnérable. À force de ne jamais plier, elle se heurte à des murs invisibles, faits de silence, de regards détournés, de portes qui se ferment sans bruit. C'est à cette époque que les premières fissures apparaissent. Pas des scandales, pas des cris, non, des absences, des projets qui s'éloignent, des amitiés professionnelles qui se refroidissent sans explication. Biouna comprend alors une chose essentielle, dans ce milieu, on pardonne mal à ceux qui refusent de se laisser modeler. Elle continue pourtant. Elle joue, elle chante, elle avance. Mais intérieurement, quelque chose s'effrite. Elle commence à porter en elle une fatigue que le maquillage ne cache plus et que les interviews ne mentionnent jamais. Autour d'elle, certains parlent d'un caractère difficile. D'autres évoquent une femme trop franche, trop intense. Mais ceux qui la connaissent vraiment savent que cette dureté apparente est une armure. Une protection forgée par les déceptions accumulées, par cette sensation persistante d'être tolérée plutôt qu'accueillie. Biouna ne se plaint pas. Elle n'explique rien, elle encaisse. Et c'est précisément ce silence qui inquiète son mari, témoin discret de ses nuits sans sommeil et de ses moments de découragement. Car loin des projecteurs, Biouna traverse une crise plus profonde, presque existentielle. Elle s'interroge sur le sens de ce qu'elle a donné, sur la loyauté de ceux qu'elle a soutenus, sur la place qu'on lui laisse vraiment. Elle qui a toujours incarné la liberté commence à se sentir enfermée dans une image qui n'est plus la sienne. Cette contradiction la ronge. Elle continue d'apparaître forte, mais la solitude s'installe, sourde, persistante. C'est dans ce contexte que la santé de Biouna commence à vaciller. Rien de spectaculaire au début. Une fatigue chronique, des douleurs diffuses, une lassitude que les médecins attribuent au surmenage. Elle minimise. Elle a toujours minimisé. Mais son mari, lui, observe. Il voit les signes. Il comprend que ce mal n'est pas seulement physique. Il est le résultat de décennies de tensions, de blessures jamais refermées, de vérités étouffées pour ne pas déranger. À mesure que l'état de Biouna se dégrade, une forme de lucidité nouvelle s'impose à elle. Elle parle peu, mais ses silences deviennent plus lourds. Elle repense à son parcours, au moment où elle aurait pu se protéger davantage, aux alertes qu'elle n'a pas écoutées. Son mari, conscient que le temps leur échappe, tente alors quelque chose d'inédit. Il parle, non pas pour provoquer, ni pour accuser, mais pour avertir. Il comprend que ce qui a détruit Biouna de l'intérieur dépasse largement une maladie. C'est un système, une accumulation de renoncements imposés, une violence feutrée que personne ne nomme. Cet avertissement, il le formule avec gravité, presque avec désespoir. Il sait que ces mots dérangeront. Il sait aussi qu'ils risquent d'être ignorés. Mais il les prononce quand même, convaincu que le silence serait une trahison de plus. Ce qu'il révèle alors n'est pas une révélation spectaculaire, mais une vérité dérangeante. Biouna n'a pas seulement souffert d'un corps fatigué,
Elle a souffert d'avoir été trop forte dans un monde qui préfère ceux qui se taisent. À l'approche de la fin, Biyuna écoute. Elle ne contredit pas. Elle ne dramatise pas. Elle accepte. Peut-être parce qu'au fond d'elle, elle sait que cet avertissement arrive trop tard, mais qu'il est nécessaire. Il devient alors le dernier acte d'amour, celui qui tente de donner un sens à tout ce qui a été tu, à tout ce qui a été encaissé sans bruit. Et une question s'impose, obsédante. Si cette vérité avait été dite plus tôt, le destin de Biyuna aurait-il pu être différent ? Et si cet avertissement n'avait pas seulement été un cri lancé dans le vide, mais le point de bascule d'une prise de conscience tardive ? Après ces mots prononcés par son mari, quelque chose change imperceptiblement chez Biyuna. Rien de spectaculaire, rien que le public pourrait immédiatement percevoir. Mais à l'intérieur, une porte longtemps verrouillée commence à s'entr'ouvrir. Pour la première fois depuis des années, elle ne fuit plus ses propres pensées. Elle les regarde en face, sans ironie, sans provocation, sans ce masque qui l'a si souvent protégée. Dans les semaines qui suivent, son entourage sent cette transformation silencieuse. Biyuna parle moins, mais quand elle parle, chaque mot semble peser. Elle ne cherche plus à convaincre ni à séduire. Elle écoute davantage. Elle observe. Elle repense à son parcours, non plus comme une succession de combats glorieux, mais comme une longue traversée faite de compromis qu'elle n'a jamais vraiment acceptés. Elle comprend alors que sa plus grande fidélité a peut-être été mal placée. Fidèle à son public, fidèle à l'art, fidèle à une idée exigeante de la liberté, mais rarement fidèle à elle-même quand il aurait fallu se protéger. Cette lucidité nouvelle est douloureuse. Elle l'oblige à revisiter des souvenirs qu'elle avait soigneusement rangés dans des tiroirs fermés, des scènes de tournage où elle s'est tue alors qu'elle aurait voulu partir, des réunions où elle a souri pour éviter le conflit, des relations où elle a donné sans jamais recevoir le respect qu'elle attendait. À chaque souvenir, une même question revient, insistante. Pourquoi a-t-elle accepté si longtemps ce qui la blessait ? La réponse n'est pas simple. Elle tient à l'amour du métier, à la peur de disparaître, mais aussi à cette solitude profonde qui accompagne souvent ceux qui avancent sans filet. Son mari devient alors son seul véritable refuge. Il ne parle plus seulement pour avertir les autres, mais pour l'aider elle à nommer ce qu'elle ressent. Dans l'intimité de leur quotidien, loin des caméras et des projecteurs, il lui dit ce que personne n'a jamais osé lui dire, franchement. Sa force a été exploitée. Sa générosité a été confondue avec une capacité à encaisser sans limite. Ses paroles ne la brisent pas. Au contraire, elles lui offrent une forme de reconnaissance tardive, presque réparatrice. Pour la première fois, quelqu'un voit non seulement l'artiste, mais la femme épuisée derrière l'artiste. À partir de là, une décision mûrit lentement en elle. Une décision qui ne sera jamais annoncée officiellement, mais qui guide chacun de ses gestes. Biyuna choisit de ne plus forcer, de ne plus se battre pour des projets qui l'obligent à se renier. Elle refuse certaines propositions, décline des invitations, accepte d'être moins visible, non par résignation, mais par survie. Ce retrait progressif surprend. Certains parlent d'un caprice, d'autres d'une fatigue passagère. Personne ne comprend vraiment qu'il s'agit d'un acte de résistance intime, d'une tentative de se réapproprier ce qui lui reste, son temps, son énergie, sa vérité. Mais cette décision a un prix. En s'éloignant, Biyuna se retrouve face à un silence encore plus grand. Les appels se font rares, les messages aussi. Elle découvre avec une amertume calme que beaucoup de relations tenaient davantage à ce qu'elle donnait qu'à ce qu'elle était. Cette révélation est brutale, mais elle confirme ce que son mari avait pressenti. Elle n'est pas oubliée parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a cessé de se rendre indispensable. Cette prise de conscience la blesse, mais elle la libère aussi d'une illusion tenace. Dans cet espace nouveau, fait de retrait et de réflexion, Biyuna commence à parler autrement. Pas publiquement, pas encore. Elle confie à quelques proches des vérités qu'elle n'avait jamais formulées. Elle admet sa colère, sa déception, sa tristesse. Elle reconnaît aussi sa part de responsabilité, cette tendance à vouloir tout porter seule, à croire que l'intensité suffit à justifier tous les sacrifices. Ses aveux ne sont pas des regrets, mais des constats lucides. Elle ne renie rien de ce qu'elle a été, elle cherche seulement à comprendre ce qui l'a menée à cette fatigue profonde. La maladie, désormais, n'est plus niée. Elle devient une réalité avec laquelle elle doit composer. Et paradoxalement, cette fragilité physique renforce sa détermination intérieure.
Biyuna cesse de jouer un rôle, même dans la douleur. Elle ne dramatise pas, elle n'édulcore pas non plus. Elle accepte l'idée que son corps parle là où elle s'est longtemps tue. Pour elle, cette épreuve devient presque un langage, une manière brutale mais honnête de dire ce qui n'a jamais été entendu. C'est dans ce contexte que l'avertissement de son mari prend tout son sens. Il ne s'agissait pas seulement d'alerter sur un état de santé, mais de dénoncer un mécanisme plus large, une usure invisible que tant d'artistes connaissent sans jamais la nommer. Biyuna comprend que ce message, même s'il dérange, est nécessaire. Elle sait qu'il ne changera peut-être rien pour elle, mais qu'il pourrait éclairer d'autres parcours, d'autres solitudes. Cette idée l'apaise. Elle n'a jamais cherché à être un symbole. Mais si son histoire peut servir, alors elle accepte cette dernière exposition, non plus comme une violence, mais comme un choix. À mesure que le temps se resserre, Biyuna ne cherche plus à se justifier. Elle ne règle pas de compte, elle ne dresse pas de listes accusatrices. Elle se concentre sur l'essentiel, dire vrai, à sa manière, sans excès ni mise en scène. Ceux qui la voient, à ce moment-là, parlent d'un regard plus calme, d'une présence différente, moins combative, mais plus profonde. Comme si, après une vie passée à lutter, elle avait enfin trouvé un espace où respirer. Et pourtant, une question demeure, suspendue dans l'air, presque insupportable. Pourquoi a-t-il fallu attendre ce seuil, ce moment de bascule irréversible, pour que cette vérité émerge? Pourquoi la parole n'a-t-elle été possible qu'à l'approche de la fin? Cette interrogation hante ceux qui l'entourent, et elle traverse aussi l'esprit de Biyuna. Mais elle n'y répond pas. Elle sait désormais que certaines réponses arrivent trop tard pour changer le cours des choses, mais jamais trop tard pour éclairer ce qui a été vécu. Alors commence une autre étape, plus discrète encore, mais peut-être la plus décisive de toute sa vie. Ce n'est plus le temps des combats ni des dénonciations, mais celui d'un lent apaisement intérieur. Biyuna entre dans une forme de renaissance silencieuse, non pas spectaculaire, non pas héroïque, mais profondément humaine. Elle comprend que se réconcilier avec soi-même ne signifie pas effacer les blessures, mais apprendre à ne plus vivre uniquement à travers elles. Dans cette période, elle change son rapport au temps. Le temps ne presse plus comme avant, il ne lui échappe plus non plus. Elle cesse de courir après ce qui aurait pu être, après les occasions manquées ou les reconnaissances tardives. Elle accepte que certaines portes puissent rester fermées, que certaines relations n'aient jamais trouvé leur juste place. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une lucidité paisible. Pour la première fois, elle ne mesure plus sa valeur à l'intensité de ce qu'elle donne aux autres, mais à la vérité de ce qu'elle ressent. Biyuna commence alors à regarder son parcours avec une tendresse nouvelle. Elle revoit la jeune fille de Bellecour, passionnée, brûlante, déterminée à exister coûte que coûte. Elle ne la juge pas. Elle lui pardonne. Elle comprend que cette énergie dévorante était nécessaire pour survivre, pour créer, pour ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Mais elle sait aussi que cette même énergie l'a exposée à des blessures profondes, à des attentes démesurées, à une solitude que peu ont su voir. Dans ce regard rétrospectif, il n'y a plus de colère, seulement une reconnaissance pour celle qu'elle a été, avec ses excès, ses élans, ses failles. La relation avec son mari prend alors une dimension presque spirituelle. Il n'est plus seulement celui qui avertit ou qui protège, mais celui qui accompagne. Ensemble, ils parlent, sans détour. Ils évoquent les silences, les peurs, les regrets, mais aussi les moments de joie pure, les éclats de rire, les victoires intimes que personne n'a jamais applaudies. Cette parole partagée devient un espace de réconciliation, non seulement entre eux, mais entre Biyuna et sa propre histoire. Elle n'est plus seule face à ce qu'elle a porté pendant des décennies. Peu à peu, Biyuna développe une forme de sagesse qu'elle n'avait jamais revendiquée auparavant. Elle comprend que la liberté ne consiste pas seulement à refuser les cadres imposés par les autres, mais aussi à savoir poser ses propres limites. Elle réalise que l'on peut être libre sans être constamment en opposition, que l'on peut être fidèle à soi-même sans se consumer entièrement. Cette prise de conscience transforme son regard sur le monde artistique, mais aussi sur la vie en général. Elle ne cherche plus à être comprise de tous. Elle se satisfait désormais d'être en paix avec elle-même. Dans ses paroles, lorsqu'elle accepte de se confier à quelques rares interlocuteurs, un ton nouveau apparaît. Moins tranchant, moins provocateur, mais infiniment plus profond. Elle parle de la fragilité comme d'une force cachée, de la fatigue comme d'un signal à écouter.
du silence comme d'un langage à part entière. Elle explique que le pardon n'est pas toujours possible, mais que l'acceptation, elle, l'est presque toujours. Accepter que certaines personnes n'aient pas su aimer comme elle l'espérait. Accepter que certaines blessures ne se referment jamais complètement. Accepter aussi que la vie ne soit pas un récit parfaitement cohérent, mais une succession de moments imparfaits. Cette philosophie, Biyuna ne la théorise pas, elle la vit. Dans les gestes simples du quotidien, dans le refus de s'agiter inutilement, dans le choix de la lenteur. Elle apprend à écouter son corps, sans le contraindre, à respecter ses limites, sans les vivre comme des défaites. Chaque journée devient une victoire discrète, non parce qu'elle est productive, mais parce qu'elle est habitée. Cette manière d'exister, plus douce, plus attentive, lui apporte une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La réconciliation ne concerne pas seulement son passé, mais aussi les autres. Sans jamais effacer ce qui a fait mal, Biyuna cesse de ruminer. Elle comprend que certaines personnes n'ont pas été malveillantes, seulement aveugles ou prisonnières de leur propre peur. Cette compréhension n'excuse rien, mais elle allège le poids qu'elle portait. Elle ne cherche plus à obtenir des explications ni des excuses. Elle n'en a plus besoin. Le simple fait de nommer intérieurement ce qui a été vécu suffit à lui rendre une forme de dignité. Dans cette phase de sa vie, Biyuna développe une vision profondément humaine de l'existence. Elle ne croit plus aux trajectoires linéaires ni au succès définitif. Elle croit aux cycles, aux ruptures, aux recommencements intérieurs. Elle comprend que l'on peut renaître plusieurs fois sans changer de vie, extérieurement, simplement en changeant de regard. Cette renaissance-là ne se voit pas sur les photos, ne s'entend pas dans les applaudissements, mais elle transforme tout. Ce qu'elle transmet alors, parfois sans le savoir, c'est une leçon silencieuse, celle d'une femme qui a vécu intensément, qui a aimé son art jusqu'à l'épuisement, mais qui a fini par comprendre que la plus grande fidélité n'est pas celle que l'on doit au monde, mais celle que l'on se doit à soi-même. Elle ne renie rien, elle intègre, elle rassemble les morceaux épars de son histoire pour en faire un tout imparfait, mais cohérent. À ce stade, la mort n'est plus une menace abstraite ni un tabou. Elle devient une réalité acceptée, presque apprivoisée. Non pas avec détachement, mais avec une sérénité lucide. Biyuna sait que sa vie ne se résume pas à sa fin et que sa fin ne peut effacer ce qu'elle a été. Cette conscience l'apaise. Elle n'a plus besoin de prouver, plus besoin de lutter, plus besoin de se défendre. Elle est là, pleinement, dans ce qu'il lui reste de temps, et cela lui suffit. Et pourtant, au cœur de cette paix retrouvée, subsiste une question essentielle, presque philosophique, qui traverse ses pensées sans jamais trouver de réponse définitive. Combien de souffrances auraient pu être évitées si l'on avait appris plus tôt à s'écouter, à dire non, à accepter ses propres limites? Cette question ne la tourmente plus. Elle devient simplement une invitation silencieuse, adressée à ceux qui regardent son parcours, à ceux qui vivent encore dans le tumulte, à ceux qui pensent que la force consiste à ne jamais fléchir. Dans cet état d'esprit apaisé, Biyuna cesse peu à peu de se raconter comme une combattante. Elle ne renie pas les luttes passées, mais elle n'en fait plus le centre de son identité. Elle comprend que vivre n'est pas seulement résister, mais aussi savoir déposer les armes quand elles deviennent trop lourdes. Cette compréhension transforme sa manière d'être au monde. Elle n'attend plus que l'on reconnaisse ses blessures, ni que l'on valide son parcours. Elle se détache du regard extérieur, comme si enfin elle avait cessé de demander l'autorisation d'exister. Les échanges avec ceux qui l'entourent prennent alors une tonalité différente. On ne parle plus de carrière, de projets à venir, de ce qu'elle devrait encore accomplir. On parle de sens, de transmission, de ce qui reste quand tout le reste s'efface. Biyuna écoute beaucoup. Elle pose des questions simples, presque désarmantes. Elle s'intéresse au parcours des autres avec une attention nouvelle, non plus comme une artiste en quête d'écho, mais comme une femme qui reconnaît la fragilité universelle derrière chaque histoire. Cette écoute devient une forme de présence rare, précieuse, qui marque profondément ceux qui la rencontrent à ce moment-là. Elle se surprend elle-même à sourire différemment. Un sourire moins éclatant mais plus vrai. Un sourire qui ne cherche pas à séduire ni à provoquer, mais qui exprime une forme d'accord intérieur. Ce changement, subtil mais profond, ne passe pas inaperçu. Certains proches disent qu'elle semble plus légère, malgré la fatigue. Comme si, en acceptant ses limites, elle avait retrouvé une liberté qu'elle croyait perdue.
Cette liberté n'a plus rien à voir avec la scène ou la reconnaissance. Elle réside dans la possibilité de dire oui ou non sans se justifier, dans le droit de se taire quand les mots ne servent plus. Dans ses réflexions, Biyuna revient souvent sur l'idée de vérité. Elle comprend que la vérité n'est pas toujours spectaculaire ni bruyante. Elle essaie parfois faite de silences assumés, de choix discrets, de renoncements lucides. Elle se rend compte que beaucoup de ses souffrances sont nées de l'écart entre ce qu'elle ressentait profondément et ce qu'elle montrait au monde. En réduisant cet écart, en alignant peu à peu ce qu'elle c'était avec ce qu'elle exprime, elle trouve une forme d'équilibre inédit. Ce n'est pas une victoire, mais une cohérence retrouvée. Cette cohérence s'exprime aussi dans sa manière de parler du passé. Elle ne réécrit pas l'histoire. Elle ne cherche pas à l'embellir ni à la noircir. Elle la regarde telle qu'elle est, avec ses élans magnifiques et ses zones d'ombre. Elle accepte que certaines blessures aient laissé des traces définitives, sans pour autant définir toute sa vie. Elle comprend que l'on peut être marqué sans être détruit, blessé sans être brisé. Cette nuance, elle la trouve essentielle, presque libératrice. À ce stade, Biyuna ne cherche plus à laisser une image précise derrière elle. Elle se détache de l'idée de contrôle, même sur sa propre mémoire publique. Elle sait que chacun retiendra d'elle quelque chose de différent. Une chanson, un rôle, une phrase, une attitude. Et cela ne la tourmente plus. Elle a cessé de vouloir être comprise dans sa totalité. Elle accepte d'être fragmentée dans le regard des autres parce qu'elle se sent entière en elle-même. Cette acceptation marque une étape décisive dans son cheminement intérieur. Et pourtant, au milieu de cette paix retrouvée, une tension demeure, discrète mais persistante. Non pas une peur, mais une interrogation. Que faire de tout ce qu'elle a compris ? Comment transmettre sans donner de leçons ? Comment avertir sans imposer ? Comment témoigner sans se trahir ? Cette question accompagne ses silences, ses regards, ses rares confidences. Elle sait que ce qu'elle a traversé dépasse son histoire personnelle. Mais elle cherche encore la manière juste de le dire, celle qui ne blesse pas, qui n'accuse pas, qui éclaire simplement, et c'est peut-être là que réside la dernière leçon de Biyuna. Non pas dans ce qu'elle a dénoncé, ni même dans ce qu'elle a révélé, mais dans la manière dont elle a choisi de regarder sa propre vie au moment où tout se ralentissait. Elle n'a pas cherché à réécrire son histoire, ni à la corriger. Elle l'a accueillie. Avec ses fulgurances et ses silences, ses triomphes visibles et ses défaites intimes. Elle a compris que l'existence n'est pas un procès à gagner, mais un chemin à parcourir avec le plus de justesse possible. Dans ce dernier mouvement, il n'y a plus de colère, plus de règlement de compte, seulement une lucidité douce, presque apaisée. Biyuna accepte que certaines blessures ne se ferment jamais complètement, mais elle refuse qu'elle continue à dicter sa manière d'être au monde. Elle a longtemps cru que la force consistait à tenir, à encaisser, à ne jamais fléchir. À la fin, elle découvre une autre vérité, plus simple et plus exigeante à la fois. La vraie force, c'est parfois de s'arrêter, de reconnaître connaître sa fatigue, de se choisir sans culpabilité. Son parcours nous rappelle que derrière chaque figure publique se cache une vie intérieure que personne ne voit vraiment. Des moments de doute, des solitudes profondes, des renoncements invisibles. Nous applaudissons souvent ce qui brille, sans toujours mesurer le prix de cette lumière. Biyuna n'a jamais demandé qu'on la plaigne. Elle aurait simplement voulu qu'on l'écoute. Et peut-être que son mari, par cet avertissement prononcé trop tard, a tenté de nous rappeler cela. Écouter avant qu'il ne soit trop tard, regarder au-delà des apparences, reconnaître la fragilité comme une part essentielle de l'humain. Ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas un message de tristesse, mais une invitation. Une invitation à ralentir, à s'interroger sur nos propres choix, sur ce que nous acceptons par peur de perdre, sur ce que nous taisons pour continuer d'avancer. Son histoire nous parle de loyauté, non pas envers les attentes des autres, mais envers soi-même. Elle nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec son passé, pour déposer les armes, pour vivre autrement ce qui reste à vivre. Biyuna n'a jamais cherché à être un modèle. Et pourtant, dans cette fin de parcours, elle devient un miroir. Un miroir dans lequel beaucoup peuvent connaître leur propre silence, leur propre fatigue, leur propre compromis. Elle nous rappelle que l'on peut vivre intensément sans se perdre entièrement, que l'on peut aimer son métier, sa passion,
sans s'y sacrifier jusqu'à l'effacement. Elle nous rappelle surtout que la vie ne se mesure pas seulement à ce que l'on accomplit, mais à la paix que l'on parvient à trouver en soi. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose de personnel, prenez un instant pour y réfléchir. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse ce même combat silencieux. Peut-être êtes-vous vous-même à un moment charnière. Laissez un commentaire, partagez ce que cette histoire vous inspire. Votre parole compte plus que vous ne l'imaginez. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des récits humains, profonds, loin des clichés et des jugements rapides, n'hésitez pas à soutenir ce travail en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Chaque geste, aussi simple soit-il, permet à ces histoires d'exister et de toucher ceux qui en ont besoin. Parce qu'au fond, écouter une histoire comme celle de Biouna, ce n'est pas seulement regarder le passé d'une artiste, c'est aussi, peut-être, apprendre à mieux regarder sa propre vie.